Monsieur l'ambassadeur de Belgique, Monsieur le Président de la Commission de la Défense nationale, cher Jean-Jacques Brulé, merci beaucoup de votre présence. Monsieur le Président du Conseil d'administration, cher Thierry Leleu, chers auditeurs, chères auditrices, dit-on, chers auditeurs, de la 30e session nationale Sécurité et Justice, de la 22e session nationale Protection des entreprises et intelligence économique, de la 6e session nationale Management stratégique de la crise. Eh bien voilà, notre voyage commun s'achève. Nous vous ramenons au port et j'espère à bon port. Un petit mot sur la journée d'hier qui célébrait les 30 ans de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice pour encore une fois remercier le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, de nous avoir offert cette si belle salle des fêtes de l'Assemblée nationale et de nous avoir permis de vivre ces moments, je crois, assez émouvants, où nous avons célébré non pas l'Institut, comme je le disais, mais l'importance de servir l'État, l'importance d'aimer l'État, l'importance d'aimer les institutions, l'importance d'aborder avec passion et recul à la fois les enjeux régaliens, notamment les enjeux de sécurité intérieure qui sont aujourd'hui si fondamentaux, puisque vous le savez, tout ce qui se passe à l'extérieur, lorsqu'on bombarde à l'extérieur, cela a aujourd'hui des effets immédiats en termes de sécurité intérieure. Donc je remercie infiniment le président de l'Assemblée nationale, encore une fois, de nous avoir prêté ce lieu hautement symbolique, dans lequel s'articule si délicatement, si subtilement, la question du maintien de l'ordre institutionnel et constitutionnel avec les principes fondamentaux de protection des libertés publiques et individuelles. L'année 2018-2019 aura été à nouveau une année riche pour la réflexion que poursuit notre Institut. La crise des Gilets jaunes et la radicalisation de la contestation sociale ont fait passer au second plan dans l'opinion publique, croyez-le, et pas dans les services de renseignement, la figure toujours menaçante du terrorisme, et pourtant, je le disais, bien présente. Cette contestation a pris les formes de la violence que nous connaissons et qui interroge tout aussi radicalement nos modèles. Modèle ou schéma du maintien de l'ordre, modèle de police, modèle de justice, modèle même de l'État social, héritage de 1945. Nous traversons une période à la fois inquiétante et fascinante, propice au meilleur comme au pire. Tout dépendra de la jeunesse que nous avons éduquée et formée, je l'espère. Tout dépendra aussi de la capacité des gens de ma génération à laisser place et à accompagner avec bienveillance ceux auxquels le monde désormais appartient. Ce moment est d'autant plus crucial que de la déstabilisation des États émergents à la fragilisation des pays développés s'opère une reconfiguration annoncée des rapports de force, des stratégies, des territoires et des modes de confrontation. Déstabilisation des États émergents, nous ne le savons que trop. Dire que nous vivons dans un environnement géopolitique instable relève d'un lieu commun, voire d'un doux euphémisme. Instabilité, voire même implosion, explosion de régions entières à très forte teneur stratégique, à la suite des effondrements des États en Afghanistan, au Levant, en Afrique, guerre civile déclarée, je ne parle pas de la Syrie, ou larvée à la suite des printemps arabes qui fragilisent les États en Afrique du Nord et le long de la bande sahélo-saharienne. Constitution de hubs terroristes sur les ruines fumantes de la Libye, expansion plus loin de la secte de Boko Haram, rivalité exacerbée en Iran, en Arabie saoudite, je ne parle pas de l'actualité de ce matin, sur fond d'affrontements immémoriaux entre chiites et sunnites, accroissement massif des flux de réfugiés fuyant les guerres et bientôt les catastrophes climatiques, bref, tout ceci place notre ordre mondial sous tension. Et fragilisation des pays développés. Les pays développés ne sont pas épargnés par les risques de déstabilisation politique. Nous le savons bien. Essoufflement, pour les plus optimistes, de l'Europe, sonné par le Brexit et bousculé par la montée des populismes, fragilisé par sa démographie, sa difficulté à faire converger les économies nationales et les politiques publiques d'intérêt stratégique, désengagement des États-Unis de la scène mondiale au nom d'un America First et vive tension sur le terrain de la guerre économique, sous le regard vigilant des quelques derniers vieux sages de ce monde que sont les empereurs russes et chinois. Cette Chine a l'ambition affirmée, puissance incontournable, promouvant un multilatéralisme alternatif, assurant fermement la protection de ses approvisionnements et poursuivant résolument sa montée en puissance militaire, sur terre, en mer et dans les airs. Une nouvelle crise de l'économie mondiale, crainte par de nombreux experts, aura sans doute l'effet d'une étincelle sur un baril de poudre. C'est mon optimisme résolu. Elle exacerberait sans aucun doute les stratégies de puissance de conquête du leadership mondial des États-Unis, de la Chine, de la Russie, au risque pour l'Europe
d'acquérir le statut de dégât collatéral, faute d'avoir su conquérir celui, si ce n'est de puissance politique, au moins de projet politique. S'opère donc une reconfiguration annoncée des rapports de force, des stratégies, des territoires, des modes, des confrontations, je le disais à l'instant, et dans un tel contexte, vous le comprendrez, les enjeux de sécurité et de justice deviennent cardinaux et justifient de plus fort que nous acquérions cette culture de la sécurité et de la justice, terreau d'une communauté que j'appelle de mes voeux à l'instar d'une véritable communauté de défense qui existe avec nos amis d'en face, pour qu'elle essaime partout, au service de notre pays et de sa République. Face à un tel constat, et nous l'avons dit tout d'hier avec les hautes personnalités qui nous ont accompagnés, face à un tel constat, la vocation première de l'INEGI se justifie pleinement. Penser les modèles, accompagner l'action publique en éclairant les enjeux actuels et en se projetant vers l'avenir. C'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous faisons. Et 4 axes de travail ont été ceux de cette année et vont se poursuivre dans les mois qui viennent. D'abord, ce qu'ont entrepris les 2 départements de l'Institut que vous connaissez moins, et donc c'est essentiellement 2 dont je vais vous parler. Le département des études et recherches et le département de l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale, ces lieux où on fait des études et des recherches, vous savez, ces choses dont on ne sait plus trop bien à quoi elles servent aujourd'hui, qui s'appellent la réflexion et la pensée. Je le disais hier, tel est le sens du partenariat noué avec le CNRS. Le conseil scientifique ad hoc que nous avons créé s'est déjà réuni dès septembre à l'issue d'un séminaire de travail, réunissant des représentants du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Recherche. Le lancement de 15 projets de recherche sera annoncé sur des thèmes qui concernent l'ensemble des sujets régaliens de sécurité et de justice, abordés tant à travers des sciences humaines et sociales, la démographie, l'anthropologie, la géographie, mais aussi des sciences dites dures, puisqu'il sera question d'articuler les enjeux de souveraineté avec l'évolution des sciences algorithmiques et de l'intelligence artificielle. Je remercie encore ici Antoine Petit, président du CNRS, qui a mobilisé autour de nous et au service de ces enjeux régaliens l'ensemble des chercheurs et instituts dépendants du CNRS. C'est une première à laquelle nous avons associé immédiatement, encore une fois, je le dis, l'ensemble des représentants du ministère de la Justice et de l'Intérieur. 3 autres projets de recherche propres à l'Institut seront financés grâce à un fonds de dotation que nous allons créer dans les semaines qui viennent. Tout d'abord, un premier axe de recherche conduit par Gaëtan Gors, chercheur associé à l'IFRI, mis à disposition de notre Institut par le ministre de l'Intérieur, par lettre de mission, auquel a été confié le soin de contribuer au livre blanc de la sécurité annoncé vendredi dernier lors du colloque organisé pour le 10e anniversaire du rattachement de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur. Il doit produire un rapport sur les conditions de sécurité et de sécurisation du milieu rural. 2 autres professeurs d'université, le premier Jacques de Maillard, professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin-Yvelines, directeur adjoint du CESDIP, devra nous aider à refonder un discours et des pratiques sur la prévention de la délinquance, dont tout le monde s'accorde, tant au ministère de l'Intérieur qu'au ministère de la Justice, à souligner l'énorme régression, l'énorme abandon, parce que la menace terroriste a fait passer au second plan les questions de la délinquance quotidienne et de l'effondrement aussi d'une partie de notre jeunesse, parallèlement à l'effondrement du travail social, de la psychiatrie publique et d'autres services qui tenaient debout cette humanité, parfois très fragilisée. Autre professeur, Bertrand Warusfeld, professeur à l'Université de Paris 8, avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, va venir nous aider à travailler sur la question du renseignement en manière économique et financière, sujet en friche et qui fait cruellement défaut. Si j'en crois les auditions auxquelles j'ai procédé avec François Molins à la demande de la garde des Sceaux, au sein d'un groupe traitant des GIRS et de la criminalité organisée. Nous devons remettre notre rapport à la garde des Sceaux le 7 juillet prochain. Monsieur l'ambassadeur, l'audition du procureur fédéral belge, Frédéric Van Leuve, que nous connaissons bien, a été très instructive pour notre groupe. Et sans dévoiler de secret, je pense que l'exemple belge de résolution des conflits de compétences en matière de terrorisme et de crimes organisés entre juridictions aura largement inspiré nos réflexions. Dans ce cadre, il est d'ailleurs apparu que non seulement la géographie souterraine du crime organisé et de la délinquance économique et financière était mal connue, et la Cour des comptes nous l'a cruellement rappelé, mais encore qu'elle mutait et prenait de plus en plus la forme de la cybercriminalité. Cela justifie donc pleinement le chantier dans lequel j'ai demandé à l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale de s'engager depuis 1 an, celui de la création d'un observatoire de la cybercriminalité qui, si j'en crois les retours enthousiastes que je reçois des administrations et de mes collègues magistrats du parquet de Paris, répond à un vrai besoin.
Cela justifie aussi pleinement, s'il le fallait, la nouvelle session nationale créée en septembre 2018 avec nos amis de l'IHEDN et dont je vais dire dans quelques instants quelques mots. Enfin, l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice a été désigné par le Premier ministre pour mettre en œuvre la mesure 35 du Plan national de prévention de la radicalisation. Nos chercheurs vont pouvoir étudier le contenu du fichier FSPRT dans le cadre d'une convention conclue avec le ministère de l'Intérieur et le SGCIPDR, pardon pour les acronymes, après une année passée à l'Institut, vous les connaissez, et nous-mêmes, et qui construit les conditions légales et opérationnelles, éthiques, d'un accès de nos chercheurs aux données si sensibles de ce fichier. Et vous-même, mesdames et messieurs, des auditeurs et auditrices, au travers vos GDS, auxquels je n'ai pas pu assister à tous, j'avais quelques obligations cette semaine, mais je sais que vous avez contribué, si j'en crois les retours de mon équipe et les notes que j'ai vues, vous avez contribué à la production de cette réflexion qui tente à enrichir l'action publique. D'aucuns et certains mémoires seront sans aucun doute adressés aux administrations et cabinets ministériels. Deuxième axe, je le disais, de travail, l'intelligence économique et notamment la question de la cybercriminalité. À la suite de la revue stratégique sur la cybersécurité du SGDSN en 2018, et grâce à l'expertise reconnue de notre département intelligence économique, conjointement avec l'IHEDN, avec l'ANSSI, avec l'aide efficace et toujours joviale du général Ouattara, nous avons créé une session cybersécurité et souveraineté numérique qui connaît un tel succès que nous devons à ce jour refuser un candidat sur 3. Cette formation conjointe que j'ai appelée de mes vœux lors d'un conseil d'administration conjoint avec l'IHEDN répond à une véritable urgence, régulièrement rappelée par Guillaume Poupard, et à 2 niveaux. Au plan international, je le disais tout à l'heure, dans un contexte de reconfiguration annoncée des rapports de force, des stratégies, le numérique est le futur juge départiteur des luttes de pouvoir et d'influence mondiale. Ce faisant, il met à l'épreuve le cadre de souveraineté des États et oblige au moins partiellement à une redéfinition des frontières, non pour les abolir, mais pour en maintenir pleinement la fonction, le sens et l'intelligence. Deuxième urgence aussi, au plan de notre sécurité intérieure du numérique. Nous devons, bien au-delà de la construction d'une régulation du cyberespace au niveau international, fondamentale, acquérir de toute urgence au sein des États-nations des capacités offensives et défensives, d'une part, une culture de la cybersécurité dès le premier âge et tout au long de la vie, puisque l'innovation est désormais structurellement permanente. Il faut donc une mobilisation de toutes nos institutions régaliennes, au premier rang desquelles l'éducation nationale, et de la recherche, bien sûr, mais aussi, outre les armées, des forces de sécurité intérieure et de la magistrature, soit les deux ministères de référence de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Et c'est la raison pour laquelle je remercie infiniment Guillaume Poupard de nous accompagner dans quelques jours devant la chambre criminelle de la Cour de cassation pour parler de cybercriminalité et pour parler de jurisprudence en matière de cybercriminalité auprès de cette Cour suprême qu'il faut absolument associer pour anticiper les enjeux de la judiciarisation de l'information et du renseignement en matière de cyber. Nous le savons, l'accroissement du niveau général de la menace n'est pas encore aujourd'hui compensé par l'amélioration du niveau de sécurité des systèmes confrontés à la numérisation massive des données et à l'interconnectivité croissante des réseaux. Nous en parlions, Monsieur l'ambassadeur, à l'instant. Les prochains attentats terroristes seront des attentats cyber et seront ravageurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Guillaume Poupard. En outre, au plan national, faute d'approche globale consolidée de cette cybermenace, à ce jour largement méconnue et sous-évaluée par l'absence d'outils statistiques adaptés malgré les travaux engagés, il ne peut réellement y avoir déploiement de stratégies cohérentes et de moyens efficaces. En d'autres termes, et pour parler clair, recruter des agents de la DGSI, des OPJ, des magistrats, créer des services d'enquête et des parquets spécialisés, construire une politique pénale éclairée, réfléchir à la judiciarisation du renseignement, tout cela n'a de sens que si nous cernons précisément le périmètre, la nature, l'ampleur et la gravité de la menace cybernétique au plan antérieur. Le compte n'y est pas à ce jour. Troisième axe de réflexion en matière de risque et crise. J'ai demandé que nous assumions résolument une vision prospective qui est aujourd'hui payante. Il y a un peu moins de 10 ans, pardonnez-moi l'expression, je vais être triviale, tout le monde se fichait de la gestion de crise. Personne ne s'y intéressait, seulement l'Institut. Depuis, nous avons essaimé et formé nos propres concurrents d'ailleurs. Si nous voulons conserver un avantage concurrentiel, il faut faire ce que les entreprises ne font pas encore, anticiper, travailler sur les crises du futur
et sur les secteurs aujourd'hui encore peu investis de la continuation activité et du retour d'expérience, le RETEX. Ce choix que nous avons fait avec le département risque et crise il y a 2 ans, maintenant s'avère payant au point que nos équipes, et bravo à elles, vraiment, forment aujourd'hui de nombreux COMEX, dont ceux par exemple de France Télévisions, de la RATP, du Louvre, d'Expertise France, sans oublier la convention en cours de signature avec le prestigieux CERN à Genève. 4e axe enfin, et j'en parlerai un peu moins parce qu'ils sont massivement majoritaires, ceux de la session sécurité et justice, nous pensons pouvoir affirmer sans trop de risque de nous tromper que le sujet des années à venir sera certes celui de l'autorité que nous avons traité cette année, mais aussi celui des inégalités sociales et leur lien avec la violence, voire au plan mondial, au risque de guerre. Si l'esprit de Philadelphie est menacé, c'est le monde qui vacille. Enfin, et pour conclure, si nous avons bien ramené le bateau et ses passagers au port, en tout cas je l'espère, il faut donc nous quitter, mais donc penser à nous revoir. C'est ce que nous avons voulu vous signifier avec cette cérémonie si compliquée à organiser. Comment remettre 170 diplômes en accordant à chacun un instant particulier sans créer l'ennui et en ordre? Nous savons faire en ordre, mais au prix pour les premiers ou les derniers gratifiés du diplôme d'un long ennui. Nous savons faire sans ennui, mais avec un désordre inouï, et ça je n'en veux plus. Nous allons essayer avec vous de trouver un juste équilibre. Je vous garantis que Clément, qui est parmi nous, s'est arraché les cheveux et qu'il a trouvé un précieux allié en Jean-Baptiste Marvaux, que vous avez vu tout à l'heure, et je le remercie encore, auditeur donc de la 19e session nationale intelligence économique. Il a accepté avec enthousiasme d'animer cette cérémonie, répondant ainsi à notre souhait, ça fait partie de notre plan stratégique, de créer des liens entre les promotions successives, qu'il en soit infiniment remercié. Je veux aussi, et dans le même esprit à nouveau, remercier nos 3 anciens auditeurs en Suisse qui ont assuré le succès de notre voyage d'études et notamment ont permis des rencontres passionnantes et riches avec leurs équipes, celles du Comité international pour la Croix-Rouge et le plus grand centre de physique de particules du monde, le Centre européen pour la recherche nucléaire, le CERN, avec lesquels nous allons donc passer cette convention pour former leurs COMEX à la gestion de crise. Toujours dans cette volonté de faire de chaque auditeur un ambassadeur de notre institut, nous avons aussi décidé que l'ensemble de la première session cybercriminalité accueillerait en septembre prochain leurs camarades de la seconde session, afin de faire vivre cette communauté d'experts de très haut niveau que nous avons l'ambition de construire. Puis, concernant vos 3 sessions réunies, et au-delà du rôle habituel des associations et notamment de l'ANA-INEGI présidée par Daniel Lucioni, et au-delà d'ailleurs aussi de la lettre hebdomadaire de l'INEGI que vous recevrez désormais jusqu'à la fin de vos jours, si vous pensez à nous donner vos bonnes adresses. Nous poursuivons l'idée, affichée dans notre projet stratégique en 2020, de disposer d'un annuaire des auditeurs de l'Institut et d'essaimer sur tout le territoire. Construisez en région des événements, n'attendez pas tout de Paris. Mobilisez les talents, mobilisez vos élus, vos préfets, procureurs, avocats, journalistes, représentants des forces de sécurité. Mobilisez les universitaires et tous ceux qui font métier de réfléchir. Et nous viendrons, nous, en appui logistique, en appui par notre communication, par notre service de communication, amenant avec nous des personnalités de niveau national qui nous accompagneront, qui nous accompagnent et qui nous connaissent pour aller à la rencontre de tous ces professionnels sur tout le territoire qui tiennent le pays à bout de bras et pour amplifier le rayonnement de notre institut en même temps que nous ferons vivre cette communauté des anciens auditeurs au service de ces valeurs républicaines, vous le savez, qui m'obsèdent. Nous savons déjà, à ce jour, que nous irons du côté de l'Ouest, mais nous avons quelques ambitions du côté de Lyon, Montpellier, Marseille, proposées, et nous viendrons. En conclusion, je voudrais vous dire, à titre personnel, combien vos 3 promotions sont sympathiques, et je n'ai pas le compliment facile. Je me fais le porte-parole de mes équipes, pour vous le dire, mais aussi l'écho de ce que j'ai entendu toute l'année. Engagés, enthousiastes, travailleurs, constructifs, sympathiques, drôles, rigoureux et bienveillants. Nous allons vous voir, je vous le dis, partir avec regret. Je sais donc que je vais pouvoir compter sur vous, dans quelques secondes, pour faire entendre un tonnerre d'applaudissements en guise d'hommage et de salut au lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers de Paris, Axel Sirvin, notre chef de département risque et crise, qui, alors qu'il n'a pas une ride, part à la retraite. Sa franchise,
son engagement, sa compétence et sa bienveillance vont nous manquer. Et j'entends un autre tonnerre d'applaudissements pour la commissaire Célia Bobet, qui, après 2 années passées auprès de nous, véritable cheville ouvrière de la session nationale dans la configuration que vous lui connaissez, va partir à la mille des cas. Mesdames et messieurs, je souhaite que vous leur adressiez à l'instant cet hommage par un tonnerre d'applaudissements. Merci à tous les deux, merci à vous. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, il est temps définitivement que je me taise. Merci à vous, merci infiniment pour cette belle année passée ensemble. Thierry, président de notre conseil d'administration, Thierry Leleu, je vous passe la parole.